candidats pour les jeunes évaluateurs qui peuvent s'adresser. Il y aura un message qui sort, n'est-ce pas, avec les noms, mais c'est Amos Ménard et Safiatou Diallo qui coordonnent un peu de la réponse. Amos est là, il était là quelque part. Ah d'accord, Amos Ménard, à ménard@gmail.com. N'est-ce pas, c'est bon ça? Amos Ménard. Ah, d'accord. Après, il peut peut-être expliquer ça. Et c'est sous la note que je vais distribuer. Donc, je vais mettre ça sur la table là-bas, sur les sites web. Et OK, merci. Bonjour tout le monde. Maintenant, on va demander officiellement de démarrer les travaux. Ma tâche, en fait, est très simple. C'est juste pour lever le rideau sous cette matinée importante, conférence sur le sujet que vous connaissez déjà, renforcement des capacités en évaluation, enjeux et innovation. Donc, je voudrais tout d'abord juste remercier tous ceux qui sont présents ici pour avoir pris le temps dans le programme très chargé, et même des personnalités, donc l'ancien ministre Sanko est avec nous, et vraiment on est très heureux d'avoir toute cette expérience, toute cette richesse de vécu pour enrichir nos débats. Donc les débats, c'est une partie importante de la séance. Ma tâche est très simple, c'est de vous dire juste en 2 mots le déroulement de la matinée. Il y aura la session d'ouverture avec les mots du directeur général du CESAC, bien son représentant à côté de moi. Il y aura quelques mots de notre président de l'association sénégalaise d'évaluation, M. Abdelkarim Lo. On le félicite pour son élection juste le mois passé, et qui va modérer la matinée, et qui va nous présenter la conférencière, Mme Marie-Hélène Adrien, et qui va ensuite passer la parole à M. Boubacar Aou, qui va réagir en tant que coordinateur de CLEAR avec des perspectives, avec des commentaires sur le même sujet et sur la présentation de Mme Adrien. Ensuite, il y aura des débats et des échanges que nous espérons vont enrichir notre compréhension de la question et dégager surtout des voies à venir, des pistes et des actions qui pourraient être entreprises au niveau de CLEAR, au niveau de CEDEVAM. N'oublions pas que cette activité aujourd'hui, c'est une activité conjointe, une activité de partenariat. Et il y aura quelques mots de conclusion et ensuite il y a les réfléchissements qui seront offerts à la fin de la matinée. Donc je pense que ça c'est le déroulement du programme, et donc je pense que ça me permet maintenant simplement de passer la parole au directeur général de CESAC, son représentant de la GDA, qui va dire quelques mots. Et merci encore pour l'accueil toujours n'est-ce pas, accueillant au niveau de CESAC, et même aujourd'hui il y avait même une fanfare qui j'ai entendu, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment, vous avez vraiment brillé par l'accueil aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Olpoun. Bien entendu, au CESAC, il se passe toujours quelque chose chaque semaine. Et ça bouge dans le cadre du renforcement des capacités, dans le cadre de la formation. Nous sommes honorés aujourd'hui de vous accueillir ici. Je suis le Dr Elhadji Gueye. Je suis le directeur de la recherche et de la consultance. Et je représente actuellement le directeur général du CESAC qui est empêché par une activité des étudiants. Donc vous entendez actuellement les bruits, les mouvements au niveau du CESAC. Cependant, Monsieur le ministre,
Madame la conférencière, chers collègues, mesdames, messieurs les participants, c'est pour moi un très agréable d'avoir à vous souhaiter une cordiale bienvenue au Centre africain d'études supérieures en gestion, où se déroule ce matin la conférence sur le renforcement des capacités en évaluation, les enjeux et les innovations. Pour votre information, le CESAC est une institution de formation et de recherche en gestion et en économie. Il abrite 5 écoles de formation supérieure: CESAC Grande École, CESAC Pro, CESAC Banque, Finance, Comptabilité, CESAC Santé, CESAC Exécutive. Et actuellement, nous avons mis en place très récemment le CESAC PhD, EDBA pour les professionnels. Il est composé de 2 directions: la direction de la formation et la direction de la recherche et de la consultance. Le CESAC abrite actuellement à son sein l'initiative Centre de formation en évaluation des résultats, donc CLIE, pour l'Afrique francophone, qui est responsable actuellement de cette conférence en collaboration avec Sénéval, que je salue au passage de leur dynamisme dans l'évaluation au niveau du Sénégal et en Afrique. Le CESAC donc a pour principale vocation la formation des cadres africains capables de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des projets financés par les partenaires. Des projets efficaces donc pour leur pays. Mais la gestion de ces projets pour obtenir la pleine efficacité qu'à travers une bonne formation. En effet, toutes les organisations, quels que soient les domaines d'activité et l'importance de leur taille, les résultats de leurs actions sont pour une large part tributaires de la gestion de la qualité de leurs responsables. Le cas qui nous concerne ce matin porte sur le renforcement des capacités en évaluation, enjeux et innovation. On peut se poser d'emblée une question. Pourquoi faut-il investir dans le renforcement des capacités d'évaluation au niveau national? J'adresse mes sincères compliments à Madame Marie-Adrienne Hélène d'avoir accepté de nous gratifier cette conférence d'une importance capitale. Chers participants, chères participantes, chers collègues, je souhaite plein succès à cette conférence et je vous remercie de votre aimable attention. On passe la parole maintenant au chef de Carilo, le président de Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le ministre André Sonko, ancien ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant du directeur général du CESAC, M. El Hadj Gueye, directeur de la recherche et de la consultation CESAC, Monsieur le coordonnateur du CLIE francophone, M. Boubacar Aou, Monsieur Jérôme Godin, qui est membre de l'Universitalia et représentant de la SCEP, Madame Marie-Hélène Adrien, présidente de l'Universitalia, Mesdames et Messieurs les membres de Sénégal, Mesdames et Messieurs les participants et participantes, je voudrais, au nom de l'Association sénégalaise de l'évaluation, vous souhaiter à mon tour la bienvenue à cette conférence et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. La conférence qui nous réunit ce matin se situe dans le cadre d'un partenariat fécond entre le CLIE francophone CESAC et l'Association sénégalaise de l'évaluation Sénégal. Permettez-moi d'abord de magnifier la qualité de cette
de ce partenariat entre Sénégal et le César. C'est un partenariat que nous avons mis en place depuis quelques années, mais qui est en train de se fructifier. Mais au-delà de ce partenariat, nous voudrons aussi remercier très sincèrement le César, le directeur général du César, qui a souvent abrité nos manifestations dans ce temple d'excellence dont la mission est de former des cadres africains compétents, capables de contribuer au développement durable de notre continent. Ce partenariat également se développe et se fructifie, et je voudrais véritablement également magnifier cela. Le thème de la conférence qui nous réunit porte sur le renforcement des capacités en évaluation, enjeux et innovation. Comme vous le savez, le sujet est d'actualité. Il se situe dans un contexte de célébration de l'année internationale de l'évaluation. Comme vous le savez, 2015, c'est l'année internationale de l'évaluation proclamée par une résolution récente de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, l'objectif de cette conférence est de promouvoir des échanges entre les praticiens d'évaluation, les chercheurs, les formateurs, les décideurs et les utilisateurs d'évaluation en vue d'améliorer la culture et la pratique évaluative au Sénégal. Comme vous le savez, cette conférence pour le Sénégal comporte un enjeu de taille, un enjeu important. Au moment où nous sommes en quête d'un modèle d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, au moment où le Sénégal a conçu un programme Sénégal émergent, qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui en fait oriente le développement économique et social du pays pour l'horizon 2035. Et dans ce cadre, bien entendu, l'évaluation occupe une place extrêmement importante. Et le renforcement des capacités, bien entendu, est également fortement lié à cela. C'est pourquoi nous pensons que cette conférence nous apporte beaucoup. Alors, pour introduire cette conférence, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Marie-Hélène Adrien, experte canadienne, experte internationale en évaluation. Marie-Hélène Adrien est titulaire d'un PhD, avec plus de 25 ans d'expérience au plan international. Elle est présidente de Universalia, qui est un grand cabinet international, un cabinet très prestigieux et spécialiste en matière de suivi et d'évaluation. En matière également de renforcement des capacités, mais aussi de recherche et de façon globale, en tout cas dans le domaine de l'évaluation. Donc, à travers sa longue expérience en développement international, elle a piloté des projets dans plus de 80 pays dans le monde. Je pense qu'il faut l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est une expérience qui force le respect. Et pour nous, c'est un honneur de l'accueillir ici au Sénégal. Alors, elle est ancienne présidente de la société qu'on appelait International Development Evaluation Association, IDEAS, n'est-ce pas? À l'époque, moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer en 2005, je crois en 2006, à Toronto, où il y avait le congrès conjoint de l'Association américaine de l'évaluation et de la Société canadienne de l'évaluation. Et à cette époque, vous avez eu vraiment l'amabilité de nous offrir un cocktail pour nous souhaiter la bienvenue. Mais c'est des souvenirs qui sont restés en nous et nous profitons de l'occasion pour vous en remercier davantage. Merci beaucoup. Alors, elle est aussi membre du corps professoral de l'Institut international des cadres, n'est-ce pas, de McGill. McGill, je crois que c'est l'université aussi du grand professeur Henry, comment ça s'appelle encore? Mintzberg, voilà, Henry Mintzberg. Alors, donc, ça aussi, c'est vraiment une marque, n'est-ce pas? Et donc, elle anime aussi le programme international de formation en évaluation pour le développement, ce qu'on appelle l'IFDEP. Certainement, parmi vous, il y a quelques-uns qui ont participé à ces programmes.
Elle a été également coordinatrice de l'équipe qui a mené la revue à mi-parcours de l'initiative CLEAR. Donc je pense que vraiment tout cela montre que nous avons devant nous une femme, une experte dans le domaine de l'évaluation, et c'est une chance de profiter en tout cas de son expertise. Donc voilà, et à la fin de sa présentation, donc nous allons tout à l'heure la laisser présenter sa conférence, et après nous allons donner la parole à M. Boubacar A, qui est le coordonnateur du CLIE, parce que c'est le discutant de cette conférence. Donc il interviendra à son tour pour développer également quelques aspects sur ce sujet, selon peut-être la perspective de CLIE, mais aussi de façon globale sur l'importance en tout cas de ces thèmes. Et après tout cela, nous allons donner la parole à l'assistance pour recueillir les observations et les commentaires et les questions. En tout cas, développer des échanges fructueux pour qu'à la fin, qu'on puisse tirer une scène profitable pour nous tous. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté de venir participer à cette grande manifestation. Merci beaucoup. Et sans tarder, nous allons donner la parole à Marie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, collègues, amis, tout d'abord mes remerciements pour cette invitation. C'est toujours un honneur pour moi de me trouver parmi vous dans ce beau pays qu'est le Sénégal et d'échanger avec vous sur cette problématique de renforcement des capacités en évaluation qui nous interpelle tous ici présents. Je porte aujourd'hui plusieurs chapeaux. Mon premier chapeau, c'est celui d'un membre de ce mouvement global qui demande plus d'imputabilité des joueurs, que ce soit des États, des bailleurs de fonds, de la société civile, pour l'atteinte des résultats de développement. Mon second chapeau, c'est celui d'un chef d'équipe, comme il a été évoqué, de l'évaluation qui a été complétée l'année dernière, évaluation à mi-parcours de l'initiative CLEAR, et qui œuvre donc depuis plusieurs années sur le renforcement des capacités au niveau régional et au niveau national. Le troisième, c'est celui d'une professionnelle en évaluation. Et je souhaite profiter de ce moment pour échanger avec vous sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et enfin, ce quatrième chapeau, c'est celui d'une amie du Sénégal qui aime tisser des liens avec vous et échanger sur nos intérêts communs. En termes d'aperçu pour notre conférence, je vais faire un élément de contexte sur l'évaluation de cette année charnière de 2015, présenter brièvement l'initiative CLEAR et ce que nous avons pu en tirer comme enjeu et innovation pour renforcer les capacités, avec une conclusion qui, j'espère, permettra d'intervenir avec un dialogue avec les membres de l'assistance. Nous sommes maintenant en 2015, 10 ans après la signature également de la Déclaration de Paris, et dans le cadre de l'efficacité de l'aide au développement, cette année est une date charnière. Elle constitue la cible, une date cible que s'étaient fixée les États pour atteindre les objectifs du millénaire, et depuis les dernières années, on est en train de maintenant regarder dans quelle mesure ces résultats et ces objectifs ont été atteints. Mais revenons en arrière, en 2005, lors de la signature de la Déclaration de Paris, en 2008, le plan d'action d'Accra, 91 États, dont plusieurs de la sous-région d'Afrique de l'Est, y compris le Sénégal, promettent de respecter les 5 principes de cette déclaration. On parle tout d'abord de l'appropriation des résultats, un des principes, l'harmonisation de l'aide, l'alignement des ressources, la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle. Les États se sont engagés, et je cite, à s'efforcer de mettre en place des cadres d'évaluation et de notification, heureusement j'ai le micro, orientés vers les résultats.
donc s'efforce de mettre en place ces cadres d'évaluation à l'aide desquels va poursuivre les progrès qui sont réalisés dans la mise en œuvre des principes au volet des stratégies nationales et sectorielles de développement. Ça, c'est l'engagement des États. Du côté des donateurs, ils s'engagent, je cite encore, à relier la programmation et les ressources par pays aux résultats qui sont alignés et aligner leur programmation des ressources sur des cadres d'évaluation de performance des pays partenaires. Finalement, les pays partenaires et les donateurs s'engagent conjointement à unir leurs efforts dans le cadre d'une approche participative afin de renforcer les capacités des pays à instaurer une gestion axée sur les résultats et de susciter une demande plus forte à cet effet. Donc il y a un engagement fort qui a été pris il y a de cela 10 ans et la question que l'on se pose aujourd'hui, où en sommes-nous? 10 ans après la signature de cette déclaration, est-ce qu'il y a eu progrès dans le développement d'une culture où la mesure des résultats est devenue une norme commune? Les capacités nationales à mesurer les résultats ont-elles été renforcées? Les outils de mesure sont-ils appropriés pour les interventions de l'État? Et plus encore, est-ce que les États, les décideurs, sont-ils plus enclins à utiliser les résultats de ces mesures pour leur prise de décision? Autant de questions intéressantes dont nous voulons traiter aujourd'hui à partir d'une initiative qui a été menée conjointement par des bailleurs, des universités, des centres de recherche à travers 5 pays, dont la sous-région de l'Afrique francophone, en fait maintenant 6 pays, puisque un pays vient d'être rajouté récemment. Et je voudrais maintenant parler de cette initiative qui a permis à la sous-région de l'Afrique francophone de renforcer les capacités en évaluation. Nous avons eu l'honneur de faire l'évaluation à mi-parcours de cette initiative et je vais brièvement vous présenter les résultats et en fait certaines leçons qui ont été retenues. Alors le centre CLEAR, donc Center for Learning on Evaluation and Results, qui est donc un centre qui se préoccupe sur l'apprentissage et l'évaluation pour les résultats, est une initiative globale qui a été soutenue par 11 partenaires financiers. Alors, je vais en nommer quelques-uns, mais vous avez la Banque africaine de développement, l'Agence australienne de développement, la Banque asiatique, l'Agence belge, certaines fondations également, et au niveau des agences bilatérales, nous avions l'Agence suédoise de coopération internationale. Donc un ensemble de 11 partenaires qui se sont engagés à mettre en commun un certain nombre de ressources, on parle de 9 milliards de francs CFA depuis l'année 2010, pour développer les capacités en évaluation. L'initiative a été établie en janvier. Les 2 premiers centres régionaux ont été choisis en décembre de cette année-là. On avait à ce moment-là l'Afrique anglophone et l'Asie du Sud. Et le plus récent, le Brésil, qui vient d'être sélectionné en 2013. Le centre régional de Dakar pour l'Afrique francophone a été choisi en janvier 2012. Si l'on regarde donc les différents centres qui ont été choisis, il faut quand même faire état que le centre francophone a été choisi parmi plus de 12 candidatures qui avaient été présentées pour avoir cette possibilité d'abriter donc le centre CLEAR. Et c'est un partenariat qui s'est fait entre le centre CLEAR au Sénégal sous l'auspice du CESAG et également de IE, organisation basée au Burkina Faso. La mission du CESAG, elle a été très clairement présentée, mais je veux simplement citer qu'avec sous l'auspice du CESAG, le centre CLEAR a commencé ses activités dès février 2013 et suite à certaines des activités qui ont été menées, le centre CLEAR a développé des modules de formation en suivi et évaluation qui ont été utilisés au cours de 2 sessions pour 47 formateurs, ce qui s'est fait à Dakar, à Ouagadougou. Les centres ont également organisé des séminaires régionaux de formation pour des professionnels en suivi et évaluation. Et à la fin de 2013, puisque c'est là que s'arrêtait notre année d'évaluation, il y avait plus de 23 activités de développement des capacités
auprès de représentants d'agences gouvernementales, d'ONG et d'universités. Et on avait par exemple 7 formations, 10 événements d'échange de connaissances, diagnostic, conseil en évaluation, des ressources, donc un partage de ressources en évaluation, et des soutiens aux réseaux de professionnels et des communautés des pratiques tel qu'il se fait aujourd'hui. Alors, à partir d'évaluations mi-parcours, je vais quand même faire un rappel des enjeux qui sont ressortis en termes de renforcement des capacités en évaluation. Et plutôt que d'innovation, je vais plutôt parler de bonnes pratiques. Des bonnes pratiques qui peuvent être tirées des enseignements que nous a apporté cette évaluation. L'évaluation nous a permis de poser un regard dans l'ensemble des régions, mais ce dont je voudrais traiter, c'est plus précisément des enjeux qui interpellent la sous-région de l'Afrique francophone. Je vais commencer par quelques éléments qui sont tout de même favorables et qui ont été soulevés lors des concertations que nous avons eues avec plusieurs membres des pays de la sous-région. Il est clair déjà que depuis le début du millénaire, il y a tout de même un nombre croissant de gouvernements qui manifestent le besoin d'introduire des approches de gestion axées sur les résultats et d'évaluation de la performance. Donc on sent un début de volonté politique qui s'installe au niveau des politiques ministérielles dans les agences gouvernementales. Plusieurs gouvernements ont également initié des réformes de leur système de planification, de programmation et de budgétisation. Et quelques pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, ont également identifié le suivi et l'évaluation comme priorité nationale. Donc je pense que ce sont déjà des éléments de cadre favorables. D'autres éléments de ce cadre, on parle également d'un engagement plus large des organisations de la société civile, qui ont exprimé un intérêt à renforcer leurs capacités afin de faire mieux valoir leur rôle de veille. Je crois qu'à cet effet, le fait d'être ici assemblés avec les membres de la société civile et de Sénégal en particulier justifie cet intérêt et cet engagement qui se fait par la société civile. La communauté d'évaluateurs est grandissante et depuis plusieurs années, les pays de cette région ont développé des associations puisque nous avons depuis 2001 le Niger, 2008 le Bénin et Sénégal en 2010. Je pense que ces éléments de contexte au niveau de la société civile démontrent donc pour la sous-région un intérêt à poser les assises pour un renforcement des capacités. Cependant, dans la sous-région, il reste quand même un certain nombre de barrières. Ces barrières, elles ne sont pas nécessairement seules au Sénégal, elles ont été soulevées par les pays de la sous-région. Il y a d'abord des barrières au niveau des ressources. On a des ressources qui ne sont pas nécessairement suffisamment allouées au suivi et à l'évaluation. On parle également de barrières au niveau de la formation. Formation, les membres des communautés d'évaluateurs manquent parfois d'outils et de formation afin de comprendre les méthodologies, les approches, le savoir-faire. Un troisième enjeu, c'est la question de la professionnalisation. C'est un enjeu que nous vivons également présentement au Canada, puisque ce n'est que très récemment que le Canada a commencé à avoir ce qu'ils appellent une accréditation en tant que professionnel de l'évaluation. Auparavant, qui voulait pouvait se déclarer évaluateur sans avoir un ensemble de normes ou un ensemble de compétences requises pour être amené à exercer cette profession. Un autre enjeu qui a été soulevé lors de notre passage, lorsque nous faisions nos entretiens, c'est que dans la région de la sous-région d'Afrique francophone, les programmes qui mènent à l'obtention de certificats ou dans lesquels sont intégrés des éléments d'évaluation demeurent parfois encore trop théoriques. Plusieurs des jeunes nous ont dit « on a l'impression de bien connaître ce qui est écrit, mais on ne sait pas comment faire. Quel est le lien que l'on peut faire entre ce qu'on a appris dans les cours et être capable de mener une évaluation ?» Et finalement, ce n'est pas le dernier, mais des éléments de coût qui sont alloués à ces formations, ce qui fait que pour certains étudiants, la capacité de s'autofinancer pour devenir évaluateur, si on n'a pas la chance de pouvoir avoir des bourses, demeure quand même très faible.
Plus précisément, au Sénégal, les éléments qui sont ressortis sont très encourageants. Il y a une émergence, bien qu'elle soit lente, mais émergence d'une volonté politique pour une meilleure reddition des comptes. Des réformes se poursuivent depuis 2001 qui démontrent une certaine volonté politique envers le suivi et évaluation. Il y a malgré tout, pour plusieurs, une reddition de comptes dont la culture demeure quand même relativement faible. Les États, bien qu'ils s'engagent à vouloir appuyer le suivi et l'évaluation au niveau de la culture de la reddition des comptes, on trouve parfois que dans la région, la culture de reddition des comptes n'est pas fermement assise. Quand on parle de contrôle, la fonction d'audit, bien qu'elle est bien établie, la fonction d'évaluation l'est beaucoup moins. Au niveau maintenant des arrangements institutionnels, ce qui arrive dans la région pour les enjeux Sénégal, c'est l'absence de coordination qui peut exister tant au niveau central que entre les différentes unités de suivi et évaluation qui existent dans les ministères techniques. Il y a au Sénégal quelques ministères qui ont des unités de suivi et évaluation. Je pense notamment au ministère de la Santé, de l'Éducation, de l'Agriculture, de l'Eau, ministère de la Justice. Mais tous ces ministères déplorent l'absence de ressources qui est allouée à la cellule d'unité et évaluation. Il y a également une faible capacité statistique dans plusieurs des ministères et dans l'ensemble au Sénégal pour pouvoir obtenir des données fiables, et ceci malgré la présence d'une agence nationale de statistiques. Un certain questionnement quant à la fiabilité et des données qui émergent pour pouvoir porter jugement sur les investissements de l'État. On parle ensuite d'un troisième enjeu, les outils et les méthodes qui sont peu maîtrisés. Il y a parfois un manque de clarté dans l'utilisation des termes qui sont associés à la mesure du suivi et de l'évaluation. Et ce que l'on dit, c'est que les évaluations se concentrent plus sur les indicateurs de processus que sur les indicateurs de performance. On s'assure de voir si les déboursés ont été faits, on s'assure de voir si les actions ont été menées, mais le résultat de ces actions et la mesure dans laquelle elles ont amené un changement véritable dans la société sont bien moins maîtrisés et bien moins suivis. Parmi les autres enjeux, on a parlé des ressources humaines, du manque d'expertise. Il y a un très fort bassin de demandes. Je pense que le centre CLEAR avait fait une étude sur la demande pour des programmes de suivi et évaluation qui avait démontré un intérêt très marqué dans la région et aussi au Sénégal pour avoir de meilleures capacités en suivi et évaluation. Je pense également qu'un autre élément qui est important au niveau des enjeux, c'est l'utilisation qui est faite de ces études et d'évaluation. Dans quelle mesure est-ce que toutes ces études sont prises en compte parmi d'autres informations, parce qu'il ne s'agit pas seulement des études d'évaluation, mais dans quelle mesure est-ce que les décideurs utilisent les résultats de l'évaluation pour leur prise de décision. Cet état des lieux devrait malgré tout nous permettre de regarder certains facteurs qui ont été quand même posés au niveau du Sénégal. Il y a des créations de commissions d'évaluation, une impulsion qui est fournie par la gestion axée sur les résultats dans l'administration publique et des meilleurs suivis de stratégies de réduction de la pauvreté. Je voudrais peut-être parler maintenant, après avoir fait ce constat, et je ne souhaite pas que le constat ait été décourageant, de dire qu'il y a quand même des facteurs qui sont encourageants au niveau de la sous-région et en particulier au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal, on a des partenaires et des réseaux de suivi et évaluation qui se sont montés, qui ont été créés pour suivre les différentes programmations sectorielles. Des groupes de coordination de donateurs existent. Des donateurs individuels financent plusieurs types de formations en suivi et évaluation des renforcements des capacités.
Le réseau sénégalais d'évaluation promeut la culture d'évaluation par le biais de formations et d'initiatives de développement. Et il y a des formations suivies d'évaluation qui sont offertes par les universités et les autres instituts. Enfin, on l'a mentionné, il existe également au Sénégal des ONG qui promeuvent la culture évaluation au sein de la société civile. Je voudrais maintenant me tourner vers ce que l'on peut considérer comme étant des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, je les ai appelées bonnes pratiques plutôt qu'innovation parce que innovation veut certainement avoir un effet beaucoup plus large que ce que parfois je voudrais te dire. Voilà des façons de faire qui ont été utilisées dans différents centres, dans différents pays et qui peuvent également s'appliquer pour les évaluateurs que nous sommes tous dans cette salle. D'abord, il y a un besoin de clarifier le langage et la lexicologie. Je pense que plusieurs efforts sont faits, mais peuvent encore être faits pour que l'on fasse, pour démêler tous les termes qui existent. Et je faisais, avant de venir ce matin, un petit répertoriage de tous les termes qui existent et qui passent dans nos termes de référence, les évaluations d'impact, à mi-parcours, ex post, ex ante, évaluation, auto-évaluation. Il y a toute une série de langages qu'il convient déjà de pouvoir bien identifier, articuler, afin de comprendre qu'est-ce que l'on veut renforcer. On veut renforcer des capacités de quelle façon et dans quoi. Chacune de ces méthodologies interpelle un certain nombre de compétences, un certain nombre d'accès et de demandes d'informations. Et pour chacune d'entre elles, ce sont des capacités différentes qui demandent d'être développées. Si l'on prend par exemple une évaluation d'impact, on va chercher beaucoup plus à avoir une compréhension des indicateurs de résultats sur le long terme. Si on prend une évaluation participative, il faudra à la fois doter les évaluateurs non seulement des méthodologies d'évaluation, mais également de mécanismes de participation, d'engagement des bénéficiaires. Donc on a à ce moment-là des compétences comportementales qu'il faut également développer. Donc un élément important, c'est donc de pouvoir déjà doter, de pouvoir bien définir les termes afin de savoir quelles compétences vont être nécessaires à développer. Un deuxième point qui est important, et je pense que c'est un point qui est manifeste, c'est que pour engager les acteurs à renforcer la société civile et les différents acteurs dans n'importe quel contexte, il faut vraiment cibler 3 dimensions. Au niveau du renforcement des capacités en évaluation, j'ai également inscrit l'offre, la demande et le plaidoyer. Et je pense que ce qui arrive, je vais parler brièvement de chacun d'entre eux, mais je pense que sans cette interface continue entre ces 3 dimensions, on risque de prendre du retard sur l'avancée pour une reddition de compte. L'offre est peut-être la dimension qui est la plus souvent cultivée. Quand je parle d'offre, je parle de tous les intervenants, tous les acteurs qui peuvent analyser, qui peuvent effectuer des évaluations, qui sont capables de pouvoir rédiger des rapports d'évaluation. On parle donc des évaluateurs, des consultants, des universités, des centres de formation qui sont tous engagés à être capables de donner ou développer des évaluations de qualité. Je dis que cette composante est celle qui le plus souvent, parmi les partenaires techniques et financiers, est celle qui est le plus souvent soutenue. On a beaucoup de programmes de formation qui sont offerts, des bourses. Donc on mise beaucoup sur l'offre donc en service d'évaluation. C'est normal. Il faut que les pays se dotent, n'est-ce pas, de savoir-faire afin de pouvoir développer des évaluations. Cependant, se préoccuper simplement de l'offre, si l'on ne regarde pas la demande, va nous donner un système qui aura un certain déséquilibre. Et par la demande, on parle de la demande des utilisateurs, des décideurs, d'informations pour leur propre prise de décision. Et c'est-à-dire que on peut très bien avoir une société où on aura des formateurs, des consultants, des évaluateurs
Mais si l'on n'a pas sensibilisé au niveau des décideurs, au niveau des politiques publiques qui demandent cette reddition de comptes, on ne crée pas, on ne soutient pas un climat favorable donc à une reddition de comptes au niveau d'un État. J'ai indiqué ici la demande, les décideurs, les parlementaires, tous ceux qui sont engagés donc à exiger, demander que le gouvernement rende compte de ses actions et de ses investissements. Le troisième cercle, c'est le cercle du plaidoyer. Et c'est un cercle qui est important puisqu'il joue en fait l'interface. Il joue un rôle à la fois de veille, mais il joue également un rôle de sensibilisation, de plaidoyer pour que les États soient en mesure de restituer le résultat de leurs actions. Il joue également un rôle de veille pour que le citoyen demande aux États de rendre compte de leurs actions. Et le plaidoyer, j'ai inscrit, mais ce ne sont pas des définitions qui sont fermées, il peut y avoir beaucoup d'autres dans le plaidoyer, mais j'ai inclus par exemple les médias, les réseaux sociaux, les associations qui jouent ce rôle d'interface pour demander une reddition des comptes. Donc quand on parle de renforcement des capacités en évaluation, il faut garder en tête ces trois dimensions. Et je pense qu'une des particularités du programme CLEAR, c'est qu'il s'attaquait à la fois à l'offre et à la demande, n'est-ce pas? Qu'il ne se contentait pas de simplement dispenser des formations ou des outils, mais qu'il faisait également un rôle de sensibilisation au niveau de la demande pour former également au niveau des décideurs, des agents gouvernementaux et décideurs qui seraient enclins à vouloir créer cette culture de reddition des comptes. Donc je pense qu'un des éléments de bonne pratique, c'est de pouvoir voir le renforcement des capacités afin que l'on ait ces trois dimensions qui soient abordées. Un autre élément, bonne pratique plutôt qu'innovation, c'est qu'il faut toujours, n'importe lequel de ces trois dimensions dont j'ai parlé, donc l'offre, la demande et le plaidoyer, pouvoir également renforcer des capacités au niveau des individus, au niveau des systèmes et au niveau des politiques. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de renforcement des capacités, on peut parler du renforcement des capacités de chacun d'entre nous dans la salle. On va participer à une conférence, on est amené à suivre un cours, suivre une formation à plus long terme, comme le programme de master qui va être développé en suivi et évaluation ici au Sénégal. Il y a donc des formations qui visent comme unité le renforcement de chaque personne. C'est une dimension importante à laquelle doit également se lier le renforcement des capacités au niveau des systèmes et des organisations. Donc on passe du niveau de l'individu maintenant au niveau des systèmes dans l'organisation. Et par système, on parle tout simplement d'éléments aussi simples que d'avoir des mécanismes de collecte d'informations, des mécanismes qui vont permettre la transformation de ces informations, faire remonter l'information, le reporting qui est nécessaire dans les organisations, que ce soit des systèmes manuels, que ce soit des systèmes informatisés, mais une façon dans les organisations de pouvoir faire en sorte que l'information est recueillie, analysée et rapportée. Je pense que lorsqu'on parle de système, on parle également de créer dans les organisations des cultures incitatives qui vont favoriser la reddition de comptes. On parle beaucoup au Sénégal, depuis que je suis arrivée depuis une semaine, des contrats de performance qui sont menés et qui vont faire partie, entre autres, dans le système éducatif. Donc d'avoir une notion d'axer sur des résultats avec un encouragement pour atteindre les résultats et non pas simplement, comme je mentionnais plus tôt, un travail où on regarde simplement le processus et les actions qui ont été faites, mais on se focalise beaucoup plus sur les résultats. Donc tout cela crée aussi une culture de résultats qui soutient donc ce besoin d'avoir une culture d'évaluation. Le troisième pilier, c'est au niveau des politiques. Donc les actions se centrent sur les individus, elles se centrent sur les systèmes, mais également avoir des actions qui visent à renforcer les capacités au niveau politique. La capacité d'avoir des lois organiques demande donc que l'on puisse avoir des redditions de comptes. Et de la même façon que l'on parlait tout à l'heure des trois axes fondamentaux, donc la demande, l'offre et
la plaidoirie, je pense qu'il faut aussi avoir des actions qui sont concentrées à 3 niveaux. Un autre élément de bonne pratique, et je crois qu'il a été très fortement démontré dans l'évaluation, c'est qu'il ne faut pas avoir nécessairement d'uniformisation. Il faut camper les capacités de renforcement dans les contextes dans lesquels les programmes sont faits. Je pense que dans l'évaluation du programme CLEAR, il était ressorti que chacune des régions qui avaient mis en place leur mécanisme de suivi-évaluation avait dû bien comprendre et maîtriser le contexte dans lequel ces capacités devaient être développées. Je prends par exemple un des centres qui était la Chine, qui avait beaucoup de difficultés compte tenu de leur contexte politique à pouvoir susciter du renforcement des capacités au niveau de la demande ou au niveau du plaidoirie. Ils ont focalisé la plupart de leurs efforts donc sur l'offre, en disant nous allons commencer par ce qui, dans notre contexte, va permettre de démarrer. Nous ne sommes pas dans un contexte où la liberté de parole nous permet de renforcer ou d'avoir un plaidoyer. Donc l'ensemble des capacités, l'ensemble du renforcement des capacités dans la Chine était surtout d'essayer au départ de partir en formant des évaluateurs. Si on prend un autre exemple qui était celui du Mexique, puisqu'il y avait également un centre qui a été fait au Mexique, contexte très différent, les actions de renforcement des capacités au Mexique, ils ont déjà une société civile qui est très bien organisée, mais ils se sont axés sur à la fois l'offre et la demande en faisant beaucoup de renforcement des capacités au niveau des parlementaires, au niveau des décideurs, pour bâtir à partir de leur contexte les assises de renforcement des capacités. Au niveau du Sénégal, lorsque nous avons rencontré les représentants de CLEAR, une des choses qui était apparue, c'est qu'il fallait renforcer également l'offre et essayer au départ de pouvoir consolider les connaissances et les compétences en évaluation sous une forme d'un master, puisque c'était dans le centre CESAG que le centre CLEAR était installé. Je suis heureuse d'apprendre ce matin que ce programme de master est en train de se développer, mais encore une fois, il reflétait donc une compréhension et un ajustement des capacités. Donc l'on dit qu'il n'y a pas une seule façon. Il faut vraiment institutionnaliser le renforcement des capacités dans le contexte dans lequel il s'insère. Un autre élément de bonne pratique, c'est les questions de réseautage. Et je crois que la question du réseautage, d'autant plus dans notre situation actuelle où nous sommes vraiment beaucoup plus habiles avec les médias et les réseaux sociaux, la question du Sénégal, et je m'adresse ici à tous les jeunes qui sont dans la salle, lorsque j'étais présidente de IDEAS, en 2005, le seul mécanisme que nous avions pour renforcer les capacités en évaluation était à l'époque de faire des réunions biannuelles qui ramenaient tous les membres de IDEAS dans un lieu commun pour partager, échanger sur l'évaluation. C'était très cher. Ça demandait des bourses, ça demandait du financement externe. Je regarde maintenant ce que fait IDEAS avec les médias sociaux. Eh bien, il y a des webinaires, il y a des formations qui sont faites à distance, il y a la capacité d'interagir entre différents centres d'évaluation. Donc la question du réseautage, du partenariat et de l'engagement est beaucoup plus facilitée. Et lorsqu'on parle de renforcement des capacités en évaluation, je pense que tous les jeunes et tous les moins jeunes devraient s'engager à pouvoir tirer parti de cette question de réseautage. J'ai noté ici simplement quelques-unes des organisations qui me venaient en tête, mais vous savez qu'il y a Eval Partner qui regroupe tout l'ensemble des associations en évaluation. Nous avons Senval, nous avons les associations africaines francophones en évaluation, Eval Partner, AFREA, la Société québécoise d'évaluation de programme, le réseau francophone de l'évaluation. Donc je pense que le renforcement des capacités est facilité par est vraiment facilité par la capacité que nous avons à réseauter. Et je pense que c'est une dimension importante qui doit être prise en compte dans le savoir-faire. Un autre élément de bonne pratique, c'est stimuler le rôle actif de cette société civile.
En ayant parcouru les différents centres de CLEAR, on s'est rendu compte que dans chacun de ces centres, la société civile jouait des rôles très différents. Il y avait parfois un rôle de sensibilisation, parce que dans certaines régions, dans certains pays, la notion, je vais essayer l'autre micro peut-être, la notion, on va voir peut-être l'autre micro, la notion d'évaluation est très très différente. Ce que vous avez au Sénégal est très différent de ce que vous allez trouver en Mauritanie. Le degré de sensibilisation des acteurs à l'évaluation est très différent. Donc parfois la société civile n'avait, le seul rôle qu'elle pouvait jouer, c'était simplement de commencer à sensibiliser. Dans d'autres contextes, la société civile a véritablement ce rôle de plaidoyer. Je parlais notamment de l'Amérique latine, elle joue véritablement un rôle de plaidoyer dans l'État afin que l'État partage avec les citoyens les résultats de ses actions. Je pense également à la Société québécoise d'évaluation de programme et la Société canadienne d'évaluation de programme qui jouent véritablement ce rôle de plaidoyer, c'est-à-dire qu'elles sont alignées avec le déroulement de l'action publique pour poser leur prise de position et faire et réaliser et écrire dans des points de presse et des points de documentation sur les différentes actions de l'action publique. Il y a également, donc c'est ça, c'est ce dont je parle, la participation aux réformes et à l'élaboration des plans politiques, participation aux évaluations et autres mécanismes de reddition de comptes. Il est important également que pour la société civile, elle puisse également elle-même s'engager en tant que vraiment acteur au niveau de l'évaluation. Partage d'informations et de connaissances, et également contribuer à la professionnalisation de l'évaluation. Je ne veux pas faire simplement l'éloge du Canada parce que j'en fais partie, mais simplement dire qu'il y a des éléments qui peuvent être utilisés sur le très long parcours. Ça a pris 20 ans, depuis les années 1990 jusqu'à 2012, donc plus de 20 ans, à faire en sorte que la société se batte pour professionnaliser l'évaluation. Il y a donc maintenant une accréditation qui a été faite, mais ce sont des échanges qui peuvent être faits, des leçons qui peuvent être apprises de ce qu'une société a pu faire pour professionnaliser l'évaluation, pour qu'un évaluateur puisse se dire qu'il a une profession reconnue. Elle n'est pas encore reconnue comme un corps tel que par exemple l'association comptable, mais ce sont des progrès qu'il reste à faire. Et je pense que c'est un des rôles que peuvent jouer également les associations. Un élément important, et j'ai eu l'occasion hier, j'étais très contente de rencontrer chez M. Opoud les jeunes Sénégalais qui font donc la relève au niveau de l'éducation, c'est à la fois de former les leaders présents et les leaders futurs. Et lorsqu'on parle de former et de renforcer les capacités des différents acteurs, leaders présents peuvent être ceux qui sont au niveau des décideurs, les leaders futurs au niveau des décideurs, ce sont nos jeunes. Et pour le développement du leadership, il peut prendre plusieurs formes. Je crois que tant le CESAC que le CLEAR, dans toutes les régions où nous avons été, que les différentes sociétés sont à même, comme la société Sénéval, sont à même de donner aux jeunes les encouragements, les incitations qui peuvent leur donner des éléments de leadership. Il y a par exemple des activités qui sont faites pour renforcer les capacités d'évaluation, comme des concours qui peuvent être faits pour inciter les jeunes à faire une étude de cas sur une évaluation suite à laquelle il y a des prix qui peuvent être donnés. Ils n'ont pas besoin d'être des prix très grands, mais simplement stimuler cette capacité à développer et à faire des études de cas. Il y a des bourses, des compétitions pour le suivi. Il y a également des programmes de mentorat qui peuvent exister et qui existent afin de jumeler, n'est-ce pas, des évaluateurs plus chevronnés avec des plus jeunes, de façon à ce qu'ils puissent avoir l'expérience de ces personnes plus chevronnées et qui les amènera à pouvoir bien mener une évaluation. Il y a eu certaines expériences qui sont faites. Présentement, je prends donc l'exemple de CLEAR en Amérique latine, où des évaluateurs plus chevronnés sont en partenariat ou en coaching avec des plus jeunes afin de leur faire transférer leur savoir pour les encourager à se développer.
Donc je pense qu'au niveau de cette culture, on ne peut pas passer à côté. Il faut à la fois sensibiliser ceux qui sont en place, mais il faut aussi également sensibiliser ceux qui sont dans le futur. Alors, je voulais partager avec vous ces quelques conclusions, puisque j'aimerais bien entendre les réactions que vous allez avoir par rapport à cette allocution, mais peut-être conclure en disant que l'évaluation, c'est un enjeu important. Nous sommes tous signataires d'une déclaration de Paris, nous sommes maintenant à l'aube de ce post-2015, et il va falloir savoir comment bien mesurer l'efficacité de l'aide après l'agenda de 2015. Nous avons également discuté, je pense qu'un renforcement des capacités, s'il veut être adéquat, doit être inclusif. Donc inclusif, on parlait d'impliquer toutes les différentes dimensions d'une société, cibler à la fois les personnes, cibler à la fois les systèmes et les politiques. Il doit être adapté au contexte, ne pas essayer de mettre des approches qui ont eu du succès dans une région, dans une autre région, et cela même au sein d'une sous-région, ce qui peut être fait au Sénégal n'est peut-être pas adapté à ce qui pourra se faire au Tchad. Donc il faut vraiment contextualiser. Et je pense qu'il faut avoir également une vision moyen et long terme. Je crois qu'une des faiblesses peut-être qu'ont les partenaires techniques et financiers, je parlais récemment avec des membres de la coopération canadienne, qui se disaient il faut quand même que l'on prenne un petit peu de recul parce que ce que l'on essaie de demander, vous encourager dans les pays dans lesquels nous travaillons, a pris plus de 20 ans à vraiment être instauré dans nos propres agences. Donc il faut ne pas avoir simplement une vision sur le court terme, il faut avoir une vision sur le moyen terme et sur le long terme. Donc je vous remercie de votre attention et je voudrais simplement peut-être lancer quelques éléments de piste de réflexion pour que ceux qui sont dans la salle puissent vraiment participer à ce mouvement dynamique en se posant quelques questions. Comment est-ce que moi, en tant qu'évaluateur, en tant que décideur, en tant que chercheur, puis-je dynamiser ma contribution au renforcement des capacités en évaluation? Quelles alliances devrais-je faire et quelles actions pourrais-je mener? Ce sont simplement 3 questions. Je pense qu'elles pourront animer notre discussion et je vous remercie vraiment de votre attention. Merci bien, Madame Marie-Adrien, pour cette brillante conférence. Je pense que nous avons suivi et nous avons vu avec beaucoup d'intérêt les différents développements qui ont été faits et articulés autour de 3 grands points. Le contexte international marqué par, n'est-ce pas, l'atteinte de la cible des GMD 2015, mais aussi la déclaration de Paris de 2005 à 2015, disant qu'avons-nous fait entre-temps, avons-nous réalisé des progrès? Des questions extrêmement importantes. Mais aussi rappeler le contexte du CLIE. Le CLIE dans son concept global, mais aussi en particulier le CLIE Sénégal. Le CLIE, notre CLIE, j'allais dire, le CLIE francophone. Il a aussi abordé avec beaucoup de brillance toutes les questions relatives aux enjeux. Mais à la place de l'innovation, comme c'était annoncé, elle a mis l'accent sur les bonnes pratiques. Et je pense que nous avons suivi, en tout cas, tous ces développements, en passant par véritablement ce qu'on peut appeler des opportunités, mais aussi des barrières, les enjeux maintenant, n'est-ce pas, au Sénégal, en matière de renforcement des capacités, les facteurs encourageants qui ont été identifiés, je pense que nous avons une bonne note, mais les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, je pense que là aussi, beaucoup d'idées intéressantes ont été développées. Et je pense que la question nodale que nous devons surtout retenir, c'est que on va renforcer les capacités. De quelle façon et dans quoi? Ça aussi, c'est une question qu'elle a franchement
développé, je pense que nous y reviendrons tout à l'heure. Mais à la fin de sa présentation aussi, elle a soulevé des pistes de réflexion, la question importante pour inciter, disons, l'assistance à intervenir, à participer, n'est-ce pas, à apporter des réponses à ces questionnements. Voilà donc, rapidement, maintenant, nous allons donner la parole à M. Boubacar Aou, qui est le discutant. Donc, qui est également, M. Aou, c'est le coordinateur du CLIE francophone, abrité par le César. Donc, nous allons lui donner la parole également pour donner quelques réponses. Voilà, merci, Monsieur le Président de Sénégal. C'est pour moi vraiment un honneur d'avoir été choisi comme discutant. Après cette brillante présentation de très haute facture, venant d'une source très crédible, crédible de par son expérience, son expertise, crédible aussi pour avoir justement évalué l'initiative CLIR globale. Je pense que donc, et si on vraiment revoit, elle est partie d'une rétrospective des engagements des pays dans le cadre de la déclaration de Paris. Elle s'est posée un certain nombre d'interrogations en 2015. Interrogations sur les OMD, sur nos capacités à mesurer les résultats. Interrogations sur le développement de la culture de l'évaluation. Interrogations aussi sur les capacités nationales, l'offre, comment stimuler l'offre, sur les outils de mesure, sur est-ce que l'évaluation, justement, au fond, est-ce que l'évaluation sert de prise de décision au niveau politique? Je pense que toutes ces interrogations, 10 ans après la déclaration de Paris. Et pour répondre à ces interrogations, justement, une des initiatives, justement, c'est l'initiative CLIR. L'initiative CLIR a été mise en place, justement, pour apporter des réponses à ces interrogations. Justement, ça a été un prétexte pour elle de présenter cette initiative CLIR. Et justement, puisqu'elle a eu vraiment l'occasion justement d'évaluer ces initiatives, je pense qu'elle a quand même pris le prétexte de l'évaluation de l'initiative CLIR pour dresser un certain nombre de pistes de réflexion. D'abord, sur les enjeux et innovations ont été introduits et le prétexte a été l'évaluation de l'initiative CLIR. Alors, ce que nous retenons, c'est qu'effectivement, au niveau des enjeux, heureusement, tout n'est pas noir. Il y a quand même des aspects positifs qu'elle a eu à relater, notamment la volonté politique et le discours politique grandissant en faveur de l'évaluation. Je pense que ça a été un constat. Cette volonté aussi d'introduire la gestion axée sur les résultats a été abordée, n'est-ce pas? Certaines réformes initiées dans certains pays, je pense que ça aussi ça fait partie. Et aussi, le système de suivi et d'évaluation a été en tout cas mis en place comme priorité nationale dans un certain nombre de pays. Ça aussi, c'est des aspects positifs. Mais surtout, vraiment, ces organisations de la société civile qui se développent dans tous les pays, qui font pour le plaidoyer de l'évaluation. Je pense que ça a été bon. Bien entendu, il y a un certain nombre de défis, ce qu'elle a qualifié de barrières, les défis liés aux contraintes de ressources, parce qu'effectivement, ça aussi c'est des constats que nous avons faits, dans tous les pays où nous avons fait l'étude de la demande. On parle d'évaluation, on met en place des cellules, des systèmes, mais il n'y a pas de budget, justement, dégagé pour l'évaluation. On a des cellules dans beaucoup de ministères, mais ces cellules n'ont aucun budget pour faire de l'évaluation. Je pense que cette contrainte, elle est cruciale. Bon, les contraintes aussi de manque de formation formelle dans ce domaine, et ça on y reviendra, c'est en tout cas l'un des défis que CLIR justement est chargé de régler. Aussi absence de professionnalisation et de formation diplômante. Oui, la question de la professionnalisation, c'est une question qui nous interpelle, c'est une question sur laquelle nous travaillons. Bon, mais j'ai l'habitude de dire que oui, nous, on n'a pas le temps d'attendre 20 ans comme le Canada, justement, pour
pour faire cela. On va justement profiter de l'expérience du Canada pour vraiment prendre des raccourcis. Parce que et c'est dans cette perspective justement que ici au niveau de CLIE, non seulement notre stratégie c'est de développer, former une masse critique de professionnels. Une masse critique de professionnels, mais aussi on cible aussi des décideurs, des parlementaires, ainsi de suite, mais aussi on a décidé de mettre en place des masters en suivi et évaluation. Et ça c'est une demande qui nous vient des institutions comme le CESAC, mais aussi une demande qui nous vient des écoles d'administration. Par exemple, l'école d'administration publique du Bénin veut aussi implanter des programmes de suivi et évaluation pour les fonctionnaires qui seront formés. Donc il y a vraiment une demande dans la région justement pour développer un master en suivi et évaluation. Et vous savez, dans nos régions, à partir du moment où un diplôme, dès que vous lancez un diplôme, il y a tout un processus de labellisation, de reconnaissance par le CAMES, de reconnaissance par les fonctions publiques. Une fois que c'est reconnu, c'est vraiment un point de départ pour la professionnalisation. Nous, c'est vraiment ce genre de raccourci que nous voulons prendre. Mais ça permet vraiment d'avoir donc des fonctions de l'État qui sont formées dans les institutions, dans les écoles nationales d'administration, avec vraiment donc qui sont formés pour faire de l'évaluation. Si les ENA sortent des diplômés d'évaluation, si les institutions comme le CESAC vraiment donnent des diplômes, vraiment on crée les conditions d'une professionnalisation.